Parlons douleur, un balado du Réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé et de la recherche. Bonne écoute! Bonjour, ici Alice Bruno pour un nouvel épisode de Parlons douleur. Dans un épisode précédent, je vous ai parlé des ressources en ligne pour la douleur chronique et comment les trouver. J'ai terminé l'épisode en vous promettant une entrevue avec la créatrice du programme Agir pour moi. Chose promise, chose due, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en entrevue Pascale Marié-Deschênes qui va nous parler de son programme. On se retrouve en ce moment à la retraite du Réseau québécois de recherche sur la douleur à Bromont. Bonjour Pascale, merci vraiment d'avoir accepté de participer au balado. Merci. Tout d'abord, pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Certainement. Donc, je réalise présentement un doctorat en sciences cliniques et biomédicales à l'Université Laval. J'ai un background en travail social. Donc, à la base, j'avais réalisé un baccalauréat en travail social à l'Université de Montréal. Par la suite, j'ai travaillé quand même rapidement en recherche. Donc, ça fait environ 14 ans que je suis en recherche. Puis, j'ai travaillé avec différentes clientèles sur vraiment une variété de projets, ce qui m'a amené à comprendre au fil du temps que moi, mon intérêt était vraiment ciblé sur la recherche axée sur le patient, le transfert de connaissances, puis le fait de développer des outils concrets qui vont répondre aux besoins d'une clientèle en particulier. Et souvent, c'est quelque chose qui est inexistant. Donc, j'ai le sentiment que je peux agir puis améliorer la situation de certaines personnes qui sont en attente parfois dans notre réseau de la santé et des services sociaux. Pascal, tu as créé un programme qui s'appelle Agir pour moi. J'ai eu la chance d'assister à ta présentation durant les Pain Talks. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est aussi sur YouTube, donc je vous encourage à aller regarder ça. Pourrais-tu nous expliquer là, en quelques mots, c'est quoi ce programme-là, Agir pour moi? Agir pour moi, c'est un programme d'autogestion de la douleur chronique qui peut être suivi sans le soutien d'un professionnel de la santé. Donc, l'idée, là, c'était de répondre aux besoins de personnes qui vont se retrouver en attente de services, qui sont mis sur une liste d'attente et qui ont très peu de contrôle, finalement, sur le moment où ils vont être pris en charge. Mais entre-temps, bien, cette attente-là peut amener les gens à adopter des comportements, finalement, qui vont à l'encontre d'une bonne gestion de leur douleur. Donc, on a co-développé ce programme-là qui est 100% en ligne avec des patients partenaires, avec des professionnels de la santé, puis avec une graphiste parce que j'avais l'objectif que le programme soit agréable à suivre. Donc, qui est une identité visuelle qui est intéressante et qui s'adressait vraiment à notre population cible. Donc, pas quelque chose qui serait infantilisant ou à la limite qui avait l'air de s'adresser à des professionnels de la santé. On voulait adopter le bon ton pour que les gens sentent que l'information leur était dédiée. C'est un programme qui implique 8 sections, donc 8 thématiques si tu veux. C'est divisé par semaine. On s'attend à ce que les gens le suivent à peu près sur 8 semaines. Donc, on va aborder l'éducation sur la douleur. On va aborder par la suite de la méditation, de la relaxation, de la respiration. Ensuite, on va aborder le fait de mieux gérer son énergie. Donc, de s'assurer de bien connaître ses limites, puis de ne pas les atteindre. Donc, de s'arrêter avant de les atteindre pour avoir une énergie qui est mieux répartie dans sa journée ou dans sa semaine. L'activité physique, ensuite, on va aborder le lien entre les pensées, les émotions, nos comportements, puis évidemment, bien, l'impact que ça peut avoir sur la douleur au final. Les habitudes de vie, donc l'alimentation et l'hygiène de sommeil,
Puis, ultimement, on invite les gens à se créer un plan d'action parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils appliquent la totalité de ce qui est proposé. L'idée, là, c'est de se donner le droit d'essayer des choses, mais de vraiment l'essayer, par exemple, pas juste de lire l'information, de le mettre en pratique, puis de voir, bien, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on se sent capable de le mettre en pratique sur une base régulière? Parce que c'est un peu ça la clé. C'est si on veut changer certaines habitudes de vie, ça passe par la récurrence finalement. Donc, ultimement, si les gens sont capables de cibler 1, 2, 3 choses qu'ils se sentent capables de mettre en pratique, bien nous, on dit mission accomplie. Super, c'est intéressant ce que tu dis. Quand tu parles du lien entre les pensées puis les actions, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un exemple là, de la vie de tous les jours pour que les auditeurs ils comprennent un peu mieux qu'est-ce qu'on veut dire par là? Oui, en fait, quand j'ai l'impression que ma douleur est terrible, que j'ai l'impression que je vais mourir tellement j'ai mal, et que ce sont des pensées, par exemple, qui sont récurrentes dans ma tête, bien, ça a un impact sur mes émotions. Donc là, évidemment, je vais me sentir peut-être dépourvue de solutions. Je vais avoir l'impression finalement que, bien, tu sais, ça peut amener aussi des sentiments qui peuvent être liés à de la dépression ou à de l'anxiété. Puis par la suite, bien, si je sens que j'ai pas de contrôle là-dessus, bien, souvent, je vais avoir moins tendance à planifier des activités où je vais rester dans ma condition, où je vais peut-être même arrêter de bouger, où j'aurai plus tendance à avoir des activités agréables dans mon quotidien. Donc, tout ça peut créer une espèce de cercle vicieux finalement, qui fait en sorte que ça a un impact sur ma douleur, plus sur le plan même physiologique. Là, tu sais, mon cœur bat plus vite, je me sens vraiment pas très bien, bien, petite panique peut-être qui s'installe, bien, ça peut faire en sorte, au final, que la douleur s'accentue. C'est comme si on augmente le volume de la douleur au final. Et ça peut renforcer ces pensées-là. Donc, je pense que les gens doivent comprendre que c'est vrai que la douleur, elle est ressentie physiquement, mais ce qui se passe dans notre cerveau, donc nos pensées, nos émotions et ce que l'on ressent physiquement, c'est toujours connecté. Donc, la douleur, oui, elle est ressentie physiquement, mais elle vit également à travers comment on se sent émotionnellement. J'ai aimé ça, ton analogie là, avec le volume, qu'on peut faire augmenter le volume ou descendre le volume avec nos pensées, nos émotions par rapport à la douleur. Effectivement, puis je pense que c'est pas juste une question, en fait, d'avoir des pensées positives ou de se forcer à les avoir. C'est peut-être une question de leur laisser un petit peu de place, de prendre l'habitude de reconnaître que même si à première vue, on semble ne pas avoir eu une bonne journée, que la douleur était très présente, c'est possible qu'il y ait quand même eu certains éléments dans la journée qui ont bien été. C'est de leur accorder quand même un peu d'attention, de les reconnaître, parce que sinon, effectivement, l'humeur peut devenir très atteinte dans tout ça. Puis, ben c'est ça, ça recrée un cercle vicieux au final. Donc, dans le programme, là, vous offrez peut-être des outils pour les patients pour qu'ils puissent reconnaître ces émotions-là, puis peut-être leur donner la place nécessaire. Exactement. Puis on les invite aussi à se faire une petite place pour des activités agréables dans leur semaine. Parce que si notre vie est juste une série de tâches, c'est normal que notre morale soit affectée. Quand on commence à être un petit peu plus isolé, par exemple, ben si on sort plus, on voit plus de gens, on n'a plus nécessairement non plus la même capacité de faire certaines activités, ben on comprend que les gens soient moins... se sentent moins bien. Se sentent moins bien, effectivement. Donc, c'est un peu de le faire dans la limite de ses capacités, de cibler des activités mais qui sont agréables pour soi puis qui se rapprochent à ce qui nous définit aussi là, comme personne. Donc, ça peut être vraiment pertinent. Pascal, d'où est-ce que c'est venu cette idée de créer le programme Agir pour moi? C'était quoi ton inspiration au départ pour le programme? En fait, je l'ai mentionné tout à l'heure, là, moi, je m'intéresse à la recherche axée sur le patient.
la clientèle qui vit avec de la douleur chronique fait souvent face à de l'attente qui est inacceptable dans le réseau. Hein? Je veux dire, c'est pas désiré par les cliniciens. Tout le monde fait son gros possible, mais malheureusement, ça vient avec. C'est-à-dire, là, dans le contexte actuel, ben ils sont obligés, finalement, c'est notre réalité. d'attendre. C'est notre réalité, exactement. Cette réalité-là, pour moi, c'est clair qu'elle a des répercussions sur les gens qui sont en attente. Et j'avais vraiment l'impression que je pouvais faire une différence en développant quelque chose. Je trouvais ça faisable de développer quelque chose dont la forme, écoute, au départ, là, je ne savais pas de quoi ça allait ressembler, là, cette affaire-là. Puis le nom Agir pour moi a été ciblé en équipe. Donc, c'est pas moi qui ai décidé par moi-même que c'était ça l'identité du programme. Mais je pense que c'est ça. C'est que j'avais moi-même un sentiment, une perception que j'avais la capacité d'agir pour améliorer le vécu de plusieurs personnes qui se retrouvent seules à la maison, qui sont comme des petites solitudes et qui vivent pourtant à peu près tous la même chose. Tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, mais je trouverais ça intéressant de revenir aux grands principes là, derrière le programme. Qu'est-ce qu'on vise là, à améliorer? Ce qu'on vise à améliorer principalement, là, c'est le sentiment d'auto-efficacité chez les apprenants, chez les gens qui vont suivre le programme. Puis l'auto-efficacité, dans le fond, là, c'est le sentiment qu'on est capable de poser certaines actions ou d'agir. Puis ça, bien souvent, là, ça va se développer parce que on a vu quelqu'un d'autre qui a été capable de faire certaines choses, ou ça va se développer parce que quelqu'un nous a donné de la rétroaction en disant « Ouais, c'était bon ce que tu as fait. » Donc, ça va se moduler selon différentes actions, différentes choses comme ça. Puis, dans le programme, ce qui va vraiment donner cette impression-là aux gens, si tu veux, ou qui va aller leur donner le sentiment qu'ils sont capables de le faire, ça passe beaucoup par les témoignages. Le fait de voir des gens qui ont réussi à appliquer des stratégies et qui sont capables de nommer ce que ça a eu comme répercussion chez eux, c'est un bon motivateur. C'est quelque chose qui va les amener à se mettre en action. Puis c'est ce qui m'est nommé là, à travers différentes entrevues que je suis en train de réaliser dans le cadre de mon projet de recherche associé au développement du programme. Donc, c'est surtout ça. Mais l'idée aussi, derrière le programme, c'est d'offrir une diversité de stratégies. Je vous les ai nommées tout à l'heure, là, les différentes thématiques qui sont abordées. Elles ne sont pas là parce qu'on s'attend à ce que les gens mettent tout en pratique. Au contraire, elles sont là pour leur donner le loisir de cibler idéalement une combinaison qui leur convient à eux, qui colle à leur situation, à leur capacité, puis à leurs préférences. Et de la façon que je le vois, là, le programme, on peut le visiter une première fois, puis faire un exercice de réflexion par rapport à justement ce qu'on se sent capable de faire. Mais on peut le revisiter 6 mois, 10 mois, 2 ans plus tard, puis fort probablement que ce ne sont pas les mêmes choses qui vont ressortir. Peut-être que si on a fait un petit bout de chemin, on va avoir une ouverture à appliquer ou à ajouter certains ingrédients, finalement, ajouter certaines stratégies à ce que l'on met en pratique au quotidien ou dans notre semaine, par exemple. Pendant la création du programme, avez-vous eu des difficultés à justement créer ce programme-là? On n'a pas rencontré beaucoup de difficultés. Pour être franche, là, il y a eu une belle synchronicité dans les rencontres que j'ai faites avec certaines personnes, puis ça a amené une belle complémentarité chez tous ceux qui ont contribué au développement du programme. Un enjeu, par contre, qu'on souhaitait vraiment adresser, pour lequel on s'est vraiment questionné, c'était de s'assurer que le programme s'intègre à la bonne plateforme pour en assurer la pérennité. Donc, moi, je ne voulais pas développer ce programme-là, qu'on le mette en ligne, puis par la suite, qu'on ne soit pas capable de
l'entretenir, entre guillemets, donc qu'ils ne vivent pas au-delà du projet de recherche. Donc ça a mérité quand même un petit peu plus notre attention. Et là, je suis très contente, dans le fond, ils se retrouvent sur le site Gérer ma douleur, puis ça fait beaucoup de sens parce que ça permet de regrouper à une même place plusieurs types de ressources qui peuvent soutenir les gens qui vivent avec la douleur chronique. Vous avez fait appel à des patients partenaires pour vous aider à monter le programme. Premièrement, Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer pour les auditeurs, c'est quoi un patient partenaire? Oui. Donc, un patient partenaire, là, c'est une personne qui vit avec une condition particulière, si tu veux, ou même ça pourrait être un proche de quelqu'un qui vit avec une certaine condition. Ici, évidemment, c'est des gens qui vivent avec la douleur chronique et qui ont comme une expertise expérientielle, si tu veux, donc qui ont la volonté de contribuer pour permettre le développement ou de la recherche sur quelque chose qui les a touchés, mais pour lesquels ils sont capables de prendre un petit pas de recul, puis voir, si tu veux, le portrait global. Donc, pas juste ma situation à moi, mais la situation de plusieurs autres personnes qui vivent à peu près le même contexte. Et ces personnes-là, bien, sont intégrées dans l'équipe de recherche et sont des membres à part entière. Donc, moi, je considère que ce que mes patients partenaires me reflètent par rapport au programme, c'est tout aussi important, sinon plus, que ce que mes professionnels de la santé m'ont rapporté ou ce qu'ils ont souhaité amener comme contribution. Alors, ces gens-là ont vraiment été mis à l'avant-plan. Tout ce qu'ils souhaitaient apporter comme contribution était bienvenu, était discuté, puis je partais vraiment de leur force. Les patients partenaires auxquels tu as fait appel, est-ce que tu peux nous donner un exemple de quelque chose qui ont contribué au projet? Si je pense à Catherine, par exemple, Catherine avait vraiment une formation qu'elle est allée chercher par elle-même qui ne cadre pas du tout dans son travail comme tel, c'est un intérêt personnel en lien avec la méditation. Et à partir du moment où elle m'a nommé ça, bien assurément, beaucoup de choses qui se regroupent dans la thématique de la méditation, dans cette leçon-là, viennent de Catherine. Elle a, par exemple, fait tous les enregistrements audio des capsules de méditation. Puis, évidemment, dans le fond, elle partait également de ce qui trouvait écho chez elle par rapport à sa situation de douleur chronique. Donc, ça lui est arrivé de me refléter, bien, tel type de méditation, je pensais au départ que ça m'aiderait, mais finalement moins. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on en ajoute une? Ce genre d'échange-là. Puis elle avait définitivement carte blanche pour développer ce qu'elle considérait utile à sa situation. Ça, c'est génial. Je suis vraiment contente d'entendre que des patients partenaires ont vraiment participé à la création, à la co-création du programme. C'est génial. Puis pour les gens à la maison qui aimeraient peut-être un jour faire ce genre de collaboration-là, mais sachez que ça existe. Hein, les patients partenaires, vous contactez votre CLSC, votre hôpital de région, puis vous levez la main, vous dites hey, « moi, je serais intéressée justement à contribuer à la recherche. Fait que c'est une possibilité. Je suis vraiment contente d'entendre ce bel exemple-là. C'est une belle inspiration pour d'autres personnes. Effectivement, puis c'est un gros plus. Parce que c'est une vraie expérience. C'est une vraie expérience, exactement. Puis je pense que c'est beaucoup plus incarné quand ça vient de quelqu'un qui l'a vécu. Donc, j'ai pas la prétention de tout savoir sur comment on vit avec la douleur chronique. Donc, je préfère vraiment leur donner l'opportunité de s'exprimer puis d'avoir cette voix-là. Elle résonne définitivement davantage que le contenu théorique qu'on a pu mettre en ligne. Pascal, ce programme-là, en fait, dans un épisode précédent, je parlais des ressources en ligne puis de savoir comment est-ce qu'on sait si c'est fiable, est-ce que ça a été vérifié par des professionnels de la santé, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ton programme?
En fait, avant de réaliser mon programme, j'ai fait une grosse revue systématique des caractéristiques et des effets des programmes d'autogestion de la douleur chronique. Donc, je suis allée tirer vraiment beaucoup d'informations, des articles scientifiques qui ont été inclus dans la revue. Puis là, quand je vous dis grosse revue, là, on avait 158 articles d'inclus dans la revue. Donc, on a fait un gros tour d'horizon de ce qui existe, comment ça s'articule. Puis, au-delà de la littérature scientifique sur laquelle je m'appuie, bien évidemment, j'ai été très à l'écoute de l'expertise de mes professionnels parce qu'évidemment, ce programme-là, il a été réalisé avec l'appui de Anne-Marie Pinard, qui est ma co-directrice, donc qui est une anesthésiologiste, avec une physiothérapeute, une ergothérapeute, un psychologue, des pharmaciennes, un résident en psychiatrie. Il y a eu plusieurs personnes qui ont apporté leur contribution et qui nous permettent également de dire, ben, on s'est appuyé sur l'expertise des gens. Et là, sans nommer, ben, l'expertise évidemment expérientielle de mes patients partenaires. Donc, ce sont tous ces éléments-là, je pense, qui témoignent de la crédibilité de l'information qui est présentée dans Agir pour moi. Dans cet exemple-là, avec Catherine qui vous a aidé à créer les enregistrements de méditation, c'est un super bel exemple. Est-ce que vous avez dû modifier certains aspects du programme après avoir consulté de vos patients partenaires? Ça s'est fait vraiment en cours de route. Donc, en cours de développement, on avait des discussions qui étaient très fréquentes, des échanges, ou parfois ça se faisait par courriel, là, mais qui étaient passablement en continu, je te dirais. Donc, c'est pas arrivé qu'on les mette devant le fait accompli puis qu'on ait à détricoter tout ce qui avait été fait. Alors, des fois, c'était une question d'adopter le bon ton, le bon vocabulaire. Alors, il y a certaines phrases que des patients partenaires ou des collaborateurs nous ont dit « Ah, ça passe peut-être un petit peu moins bien » ou « Je me sentirais comme ça si je recevais cette information-là. » Et évidemment, on veut réduire le sable dans l'engrenage le plus possible pour que ça soit bien reçu. Ça s'est passé aussi sur le plan de la structure. Donc, je sais qu'à un moment donné, Odette, qui est une des collaboratrices qui vit avec la douleur chronique, mais qui a été plus impliquée en périphérie du programme, je te dirais, m'a dit moi, de la façon qu'on séquence l'information, je pense que c'est pas optimal. On devrait ramener tout ce qui est activité de mieux-être vraiment à l'avant du programme. Donc, dès la 2e semaine pour donner des outils concrets rapidement. Bien, si on l'a écouté, assurément, maintenant, c'est la semaine 2 du programme. Des fois, il y a certaines séquences qui étaient peut-être effectivement moins optimales ou avec Pascal, on a beaucoup travaillé la structure de chacun des modules ou de chacune des leçons pour que ça devienne quand même passablement prévisible pour l'utilisateur. C'est arrivé aussi qu'on demandait de faire certaines activités et que les attentes étaient trop grandes. Donc, on m'a dit, ça là, c'est trop difficile. Okay. Il faudrait le morceler davantage. Donc, tout a été effectivement pré-testé avec eux, mais tout a été développé à la base avec eux. Fait que c'était pas juste de la rétroaction, il y avait vraiment une implication dès le départ avec eux autres. Pascal, est-ce que le programme est accessible à tout le monde? Où est-ce qu'on peut trouver ça? Est-ce qu'il faut payer? C'est quoi? Comment ça marche? Oui, le programme est accessible à tout le monde. C'était à la base l'objectif numéro 1. Donc, moi, je veux que les gens qui ne reçoivent pas de service ou qui sont en attente de service puissent, à tout le moins, réussir à se mettre en action avec quelque chose qui est fait pour eux. Donc, le programme, il est sur la plateforme gérermadouleur.ca. On va mettre le lien dans la description de l'épisode. C'est parfait. Puis, on clique sur l'onglet « Agir pour moi » et là, vous allez voir, vous allez pouvoir cliquer pour avoir accès au programme.
Si vous vous créez un compte, vous allez pouvoir garder votre progression, c'est-à-dire que le programme va enregistrer à chacune de vos sessions qui sont faites sur le même appareil, votre progression va être enregistrée. Donc, vous allez voir là, vraiment à quel endroit vous êtes rendu dans le programme. Si vous ne vous connectez pas, il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire c'est gratuit également, il n'y a pas de souci, sauf que à chaque fois, le programme va s'ouvrir, à la page d'accueil. Donc, il faut que vous vous souveniez où vous étiez rendu, tout simplement. Mais pour le reste, que vous soyez au Québec, en France, ailleurs, peu importe, je sais que on ne trouve pas vraiment beaucoup de programmes en français accessibles. En fait, moi, j'en ai pas trouvé, pour être franche, là, mais c'est une denrée rare. Donc, ne vous gênez pas, vous pouvez y avoir accès. Et j'invite évidemment également les professionnels de la santé qui travaillent avec des personnes qui vivent avec la douleur chronique à l'utiliser dans le cadre de leurs interventions, à les télécharger le plan personnel. C'est un document qui accompagne le programme et qui peut être fort utile pour voir la progression des gens. Alors, je vous invite vraiment à aller y jeter un coup d'œil, puis je vous souhaite bonne chance dans vos démarches si tel est le cas. Merci Pascal. Merci Alice. C'était Pascal Marié-Deschênes de l'Université Laval. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler pour cette entrevue-là au balado Parlons douleur. C'est toujours un plaisir de te croiser, de te jaser dans les conférences. Écoute, j'ai hâte de voir les nouveaux résultats, là, éventuellement, d'Agir pour moi. Parfait. Un gros merci Alice. Ça a été un plaisir d'être là aujourd'hui. Merci à toi. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté Parlons douleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à partager le balado avec vos amis. Pour plus d'informations, visitez notre site web rqrd.ca ou encore notre chaîne YouTube en cherchant Réseau québécois de recherche sur la douleur. À la prochaine!